C'est l'heure de votre grand rendez-vous avec le monde du libre, du logiciel et du matériel libre, incarné par Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette reprise et venu en plus accompagné de deux personnes. Aujourd'hui, Stéphane Varocki, PDG de Signal 18. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Arthur Heymans, qui est à distance avec nous. Il est en Belgique. Il est chef de projet chez 9Elements. Alors, vous allez voir, les sujets qu'on va aborder ensemble peuvent être assez techniques, mais ils tournent tous autour de la question de la cybersécurité, qui est quand même un sujet majeur. Alors aujourd'hui, Jean-Paul, tu veux en l'occurrence mettre en avant le fait que l'excès de règles de cybersécurité nuit au logiciel libre. Tu vas nous expliquer ça très clairement. Alors peut-être déjà revenir sur la dernière fois, au mois de mai, tu nous as parlé du Cyber Resilience Act, avec toute la communauté du libre qui était vent debout contre ce texte qui mettait à mal la communauté. Est-ce que tu peux revenir très rapidement sur ce texte et ce qui s'est passé depuis ? Le Cyber Resilience Act, le CRA, en fait, c'est un règlement européen qui dit que quand un développeur écrit un logiciel et qu'il y a une faille de sécurité dans le logiciel qu'il a écrit, il est responsable des conséquences et s'il ne fait pas ce qu'il faut, peut avoir une amende de 15 millions d'euros. Oui. Et donc ça s'applique à tous les développeurs, y compris les développeurs de logiciels libres. Et donc pour simplifier, vous êtes développeur, vous écrivez un logiciel, vous le publiez, vous le mettez en licence libre, il y a des gens qui le téléchargent, vous ne savez pas qui c'est, et peut-être que le ciel va vous tomber sur la tête un peu plus tard. Et donc évidemment, toute la communauté, Mozilla, GitHub, le Conseil national du logiciel libre, Open Foundation Europe sont extrêmement choqués par ça, mais ça y est, le CRA est déjà au trilogue. Le trilogue, c'est la réunion de la Commission, du Conseil des ministres de l'Union européenne et du Parlement. C'est la dernière partie dans le processus législatif, donc ça va très bientôt sortir. On ne sait pas encore quelle est la version qui va sortir. Est-ce que la communauté du libre aura été entendue ou pas ? Parce qu'a priori, enfin en tout cas en France, on ne voit pas pourquoi on aurait intérêt à pénaliser le libre. C'est allé tellement vite, cette histoire du CRA, que les gens s'en sont en réalité rendus compte vers juin ou juillet. Et ils ont essayé de contacter des députés. Les députés au Parlement se sont dit que ce n'était pas un sujet très important. Le texte n'a même pas été voté ou débattu au Parlement. Il est passé directement au trilogue. Et donc, il va très certainement s'appliquer. On espère dans la version du Conseil des ministres qui est la moins pire, mais il va quand même s'appliquer. Bon, alors, avec quand même cette conscience, j'imagine que c'est un axe stratégique, le logiciel libre. C'est ce que dit la Commission, mais ils ont des espèces d'idées un peu fleur bleue, en se disant que le logiciel libre, c'est forcément des communautés de bénévoles. Oui. Et en fait, le logiciel libre, c'est essentiellement en Europe des salariés dans des PME et parfois dans des instituts de recherche. Et le texte de la Commission a mis une exception aux 15 millions d'euros d'amende, c'est pour les communautés de bénévoles. Uniquement. Oui, mais dès que tous les logiciels d'entreprise ont à un moment ou à un autre un salarié qui contribue, et avoir un salarié, dans certaines versions du texte, peut être considéré comme un logiciel libre commercial, et donc ça veut dire que pratiquement tous les logiciels libres vont en fait subir les risques du CRA. Mais pour autant, il faut bien qu'on trouve des solutions pour avancer dans un monde plus sécurisé. Donc ce CRA, il a une raison d'être. Oui, les objets connectés. Donc vous avez une tondeuse à gazon connectée ou une brosse à dents connectée, ça a l'air de rien, mais si le fabricant de la tondeuse du véhicule oublie de mettre à jour le logiciel, ce logiciel est connecté à Internet, va avoir des failles, va être attaqué, et ça va servir ensuite à créer des espèces de Skynet d'attaque de l'infrastructure Internet pour attaquer les serveurs de banques, de gouvernements. Donc il y en avait marre que les fabricants d'objets connectés ne mettent pas à jour les logiciels des objets connectés, donc le CRA met en place des procédures pour les obliger à le faire. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'au départ, ça vise les fabricants d'objets connectés, mais au final, ça se reporte, la responsabilité va être reportée sur l'éditeur du logiciel. Parce qu'ils ont une espèce d'idée de dire on va faire le développeur-payeur. C'est un peu comme le principe pollueur-payeur, en disant c'est celui qui est responsable de la faille qui paye. Donc comme l'objet connecté, la faille elle se trouve dans du logiciel, donc c'est pas le vendeur de l'objet connecté qui paye, mais celui qui a écrit le logiciel. Et donc avec ce genre d'idée, c'est les développeurs qui payent pour tout. Et on trouve ça dans d'autres textes européens. Le Product Liability Directive, c'est le texte qui va en fait définir le fonctionnement de la marque CE. On trouve un peu des choses comme ça dans le AI Act, le règlement sur l'intelligence artificielle. Et toutes ces idées en fait viennent de deux personnes à l'OCDE, Laurent Bernat et Guylain de Salin,
qui en fait depuis 10 ans travaille sur la sécurité numérique. Et la grande idée de l'OCDE, c'est que toutes les parties prenantes doivent être responsabilisées en fonction de leur rôle, du contexte et de la capacité à agir. Et pour l'OCDE, ce sont les développeurs qui doivent vérifier les vulnérabilités dans leur code, les tester et les corriger. Mais alors pourquoi ce principe de pollueur-payeur fonctionne, mais il ne fonctionnerait pas quand on passe au monde du numérique? Alors en fait, ce n'est pas le monde du numérique, c'est aux développeurs et aux créateurs de logiciels. C'est ça la différence. Parce que quand vous êtes dans le pollueur-payeur, vous avez une usine chimique, il y a eu des centaines de millions d'euros d'investissement, elle a les moyens de faire en sorte de ne pas polluer ou de payer si elle a pollué. Mais quand on est chez les développeurs, c'est quasiment des artistes qui créent du code. C'est souvent quelques personnes, c'est pas plus gros qu'un groupe de rock, et c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens financiers en fait, de prendre la responsabilité des failles, en tout cas financièrement. Et donc en mettant en place cette espèce d'idée de développeur-payeur, le problème c'est que la seule chose que ça va faire, c'est que entre une entreprise comme Microsoft, un géant de l'édition de logiciels, et une PME comme Signal 18 de Stéphane Varocki, on leur impose les mêmes contraintes alors qu'elles n'ont pas du tout les mêmes moyens. Donc on va simplement filtrer l'offre en faisant en sorte que les grands éditeurs qui ont les moyens de créer une équipe dédiée à la réglementation vont le faire, et les petits ne seront pas capables de prendre en charge la responsabilité qu'on leur impose. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'est une bonne idée de montrer sur justement des logiciels de cybersécurité comment les règles de cybersécurité vont conduire à, on va dire, attaquer la possibilité d'exister de logiciels libres de cybersécurité. Donc c'est pour ça aussi que tu es venu accompagner avec des groupes de rock, donc Voilà. des artistes du logiciel. Exactement. Ok, alors tu vas nous présenter Arthur. Alors, Arthur Hemans, c'est un des principaux contributeurs de Coreboot. Coreboot, c'est quelque chose qui sert à initialiser le matériel quand on démarre un serveur ou un PC. C'est ce qu'on appelle les BIOS. Avant, les BIOS, c'était des logiciels propriétaires qui étaient faits par Phoenix ou American Megatrend. Et récemment, on a des BIOS libres. Donc, Coreboot, c'est le principal. Et Coreboot est utilisé, par exemple, par Google dans tous les Chromebooks pour démarrer les Chromebooks, qui sont réputés les PC les plus sûrs dans les PC portables, mais aussi par Facebook dans leur infrastructure. Pourquoi c'est très important? Parce que si vous initialisez mal un matériel, même le plus sûr des systèmes d'exploitation ne va plus être sûr, parce que ce qui a initialisé le matériel peut mettre des sortes de points d'entrée ou des points de faille. Et donc les grands opérateurs d'infrastructure aujourd'hui préfèrent les BIOS libres comme Coreboot pour être sûrs de tout contrôler et de pouvoir vérifier la sécurité de leurs infrastructures. Alors, une question que moi j'ai à poser à Arthur. Pourquoi un BIOS libre, en l'occurrence, serait plus sécurisé qu'un BIOS propriétaire? En tout cas, quand on travaille en open source, on travaille dans un grand groupe de personnes avec toutes les personnes qui ont les mêmes enjeux de sécurité. Et donc, on va avoir plus de contrôle sur le code que d'autres gens écrivent. Donc, il y a plus d'yeux sur le code. Et vu que tout est ouvert, on n'y cache rien. Donc, on ne cache pas certaines vulnérabilités, on essaie de ne pas en avoir. Donc, ça, c'est déjà une grande différence. Oui, Arthur, Jean-Paul citait tout à l'heure le Chromebook. Ça veut dire que vos clients, aujourd'hui, ils ont la dimension des big tech, des GAFAM? Donc oui, c'est correct. On travaille régulièrement avec des très gros du genre Facebook, Google ou ByteDance. Pas nécessairement des clients, mais on collabore avec eux sur des projets. Et en Europe également? Vous avez des clients en Europe? Oui, donc on a des clients aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède. Type de client alors? Quel type d'organisation en fait a intérêt à travailler avec vous? Cherche cette ultra sécurité jusqu'à l'opération de démarrage des machines et des serveurs? On a des clients très variés. Donc, on a des clients qui font des workstations, c'est-à-dire des ordinateurs pour des pros, des cabinets qui font des computations pour, entre autres, des machines médicales. On a un provider de VPN comme client. On a même un client qui fait des barbecues intelligents. Donc, c'est très varié. Bon, et alors, s'il y avait une faille dans une des machines qui utilise Coreboot, donc votre programme, vous seriez responsable? Enfin, comment vous voyez les choses de votre point de vue là, sur ces règlements européens? Donc, à la base, Coreboot fonctionne une fois et puis ne laisse rien dans la mémoire. Donc,
rarement un problème, mais c'est parfois le cas. Et quand c'est le cas, on essaie d'avoir ce qu'on appelle un responsible disclosure, c'est-à-dire faire savoir à des partenaires de façon responsable qu'il y a un problème et puis proposer des solutions au problème. Mais naturellement, qui prend la responsabilité s'il y a réellement un problème chez un des utilisateurs de Coreboot? Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Ah, et c'est ennuyeux, j'imagine, de ne pas avoir la réponse aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser maintenant à Stéphane Barouki. Tu veux nous le présenter aussi, Jean-Paul? Donc Stéphane, c'est un ancien de MariaDB, la base de données libre probablement la plus utilisée. Google fait tourner plus d'1 million de serveurs MariaDB aux dernières nouvelles. Et donc, il a écrit un logiciel qui s'appelle Replication Manager, RepMan, qui sert à automatiser 3 aspects dans les bases de données: la montée en charge, l'automatisation du plan de continuité, les backups et les restaurations, et l'automatisation de la disponibilité. Et donc, les 2 derniers points, plan de continuité et disponibilité, sont présents dans à peu près tous les guides de cybersécurité de toutes les multinationales et qui sont imposés à leurs fournisseurs. Donc, cette question de la cybersécurité, elle est intégrée chez vous? Oui, oui, c'est sûr que bon, on y fait attention parce que ça permet quand même de garder les plans de continuité, donc de ne pas perdre de données, c'est très important, mais après, ça reste quand même quelque chose de compliqué parce que les bases de données, c'est un domaine complexe. On a beaucoup de paramétrages, etc. Par exemple, l'encryptage dans MariaDB, l'encryptage des disques durs, c'est des nouvelles fonctionnalités et elles ne sont pas forcément activées. Donc, nous, on propose des configurations libres que les utilisateurs peuvent choisir. Donc, si eux, ils n'ont pas fait le bon choix, on peut les aider. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vend du service. Ouais. Et donc, quand on dit des sociétés open source, c'est que des gens qui passent du bénévolat dessus. C'est pas du tout le cas. La plupart des produits open source, moi je l'ai vécu pour MySQL, pour MariaDB, sont des produits où il y a une grosse communauté derrière une société qui vend du service. Et ce service-là, c'est la connaissance de son produit. Et qui vend du service à des grandes organisations. Ah oui, parce que quand on parle des bases de données là, vous savez faire fonctionner, on parle de quoi? On parle de qui comme client là? On va parler de Google, on va parler de Facebook, on va parler des sociétés en Asie, type Alibaba, ce type de clients-là. Alors je pose ma question à chaque fois. En Europe, en France, vous avez des clients également? Ah oui. Alors en France, le Figaro, par exemple, qui a beaucoup de sociétés web sur le web, et donc la haute disponibilité et la montée en charge, voilà, c'est quelque chose de critique. Et ils ont beaucoup de services, comme la chaîne Météo Consult, des choses comme ça. Donc chaque service, après, utilise... Des services publics également? Non, pas du tout. On est très peu présent dans les services publics. Vous n'êtes pas identifié? Non, on n'est pas identifié. Bon, la société est récente, elle a 4 ans. Ouais. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans une société open source comme la mienne, on passe 80% de son temps à faire du service pour gagner de l'argent, pour pouvoir après passer du temps libre sur son produit. Et c'est ce qui amène la valeur ajoutée, c'est le produit, mais voilà, après on essaie de grossir en prenant des ressources externes ou qui travaillent sur le code ou des gens qui contribuent, mais principalement il faut pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir justement aborder ces côtés de sécurité et là on va nous mettre beaucoup de contraintes. Quelles sont les principales contraintes aujourd'hui qui vous inquiètent? Les contraintes qui nous inquiètent, c'est que l'open source s'est démocratisé beaucoup. Peu de grandes sociétés n'utilisent pas de produits open source et du coup elles ont pris l'habitude de ne pas payer. Donc on est vraiment la variable d'ajustement l'open source. Et alors maintenant les produits open source sont vendus dans le cloud. Et on ne reçoit pas forcément, nous les développeurs, la rétribution des gens qui le distribuent. Par exemple Google, quand il distribue un produit en mode SaaS, comme MariaDB, ils le font. Vous ne touchez pas des droits dessus? On ne touche pas de droits dessus, on ne touche pas d'argent. C'est nous qui prenons en charge le développement et c'est eux qui en profitent financièrement parce qu'ils louent leur matériel avec le produit qui tourne. Et du coup, la seule façon pour les éditeurs open source s'en sortir, c'est d'aller vers le cloud, de devenir un cloud. Oui. Un cloud compétiteur, c'est ce qu'a fait MariaDB quand moi je l'ai quitté, mais ils ont créé leur cloud MariaDB avec leur solution personnelle, donc ils ont une partie propriétaire sur la partie open source. Et ça leur permet de gagner des marchés et de commercialiser, de continuer à développer le produit. En nous mettant des contraintes comme ça, on va avoir beaucoup de mal à... C'est-à-dire parce que là, vous estimez que cette responsabilité qui va vous incomber sur la partie cybersécurité, elle risque de vous coûter de l'argent?
du temps, et puis aussi de devoir grossir trop vite, prendre beaucoup d'investisseurs pour pouvoir arriver alors que beaucoup de sociétés open source se créent à la base avec un noyau de personnes, ingénieurs, qui sont passionnés par un sujet, et puis qui développent et qui, avec leurs services, continuent à faire développer la société. Là, du coup, c'est plus ça. Non seulement il faut prendre une DRH, mais il faut prendre aussi toute la partie juridique qui va avec. Il faut un conseil juridique, service juridique. Merci beaucoup pour ces éclairages. Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace, Arthur Heymans qui était avec nous à distance, chef de projet chez 9Elements, et Stéphane Varocki, PDG de Signal 18. J'espère que vous aurez des réponses en tout cas à toutes vos questions, parce que je vois que c'est quand même tout ça est encore un peu flou et en suspens. On termine cette édition avec notre rendez-vous J'y crois. Et j'y crois à quoi? À la signature électronique française.